Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite à regarder le sommaire. On y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, le tour d'horizon de l'actualité sportive, c'est dans LGT News. Coupe africaine, êtes-vous optimiste pour la SEC et le stade d'Abidjan? On en parle dans l'actu. Chaleureuse soirée sportive sur l'A3 en compagnie de la pétillante Marie-Christine Begré et sa dynamique équipe. Voilà la question LGT donc ce soir, Coupe africaine, êtes-vous optimiste pour la SEC et le stade d'Abidjan? Voilà la question LGT pour l'émission de ce soir. Le numéro de téléphone, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99 et aussi la page Facebook de l'A3. C'est parti donc pour 90 minutes d'émission en direct sur l'A3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport avec vous, hein, très chers amoureux du sport. Merci d'être présent avec nous justement chaque soir. Je serai donc accompagnée pour l'émission de ce soir de Saint-Séverin. Bonsoir. Bonsoir la pétillante Marie-Christine. Merci beaucoup. Comment vous allez? Ça va super bien, aux couleurs de l'A3. Vous êtes pétillant aussi aux couleurs de l'A3. Merci beaucoup. D'accord. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Et puis, Coach Alain, bonsoir. Bonsoir Macri. Voilà. Donc, on commence avec LGT. Saint-Séverin, vous êtes de retour. Je peux poursuivre l'émission, s'il vous plaît. C'est un nouveau surnom, ça? Je peux poursuivre l'émission. Allez-y. Merci. Donc... On commence donc avec la première rubrique de cette émission. Bien sûr, c'est LGT News, où on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. Ça, c'est vrai, vous aurez un carton jaune, tout de suite même. Allez, on y va. LGT News. Judo, Open International de Dakar pour démarrer les news. Belle moisson pour les éléphantos judokas. 10 médailles, dont 2 en or, 4 en argent et 4 de bronze. Telle est la moisson de l'équipe de Côte d'Ivoire de judo lors de l'Open International de Dakar, couplée à la Coupe d'Afrique des cadets et juniors. Balou Angela, des moins de 78 kg, et Akobe Aude Axel, des moins de 63 kg, dames, sont les 2 athlètes qui ont offert à la Côte d'Ivoire les breloques en or chez les juniors. Balou Angela, très en verve lors de cet Open, a même réussi à ajouter à son cou une médaille d'argent. Daboné Daouda, des moins de 60 kg, Zelman Jérôme, des moins de 73 kg chez les hommes, et Kambiré Emmanuel, des moins de 63 kg chez les dames, se sont parés de bronze. Daboné Seydou Mohamed, dans la catégorie cadette des moins de 55 kg, a été le seul médaillé de bronze ivoirien. De retour hier, la délégation ivoirienne, avec à sa tête le président de Côte d'Ivoire judo, Daboné Seydou, a été accueilli chaleureusement à l'aéroport par une centaine de judokas, de parents, d'amis et de personnalités sportives, dont le sous-directeur de la vie fédérale, Touré Mamadou. Foot Style Ligue 7, Yamoussoukro va accueillir l'étape 4. La Fédération ivoirienne de freestyle, football et disciplines associées poursuit sa politique de décentralisation depuis l'entame de la saison 2024. En effet, après l'ouverture du nouvel exercice dans le Poro, précisément à Korogo, puis à Boaké et à Daloa, la caravane initiée par la FIFDA déposera ses valises à Yamoussoukro pour l'étape 4. Ce sont plus de 100 freestylers qui sont attendus à cette compétition en marge du festival Ebaklo 4 du commissaire général Daniel Okar. Pour joindre l'utile à l'agréable, nous avons décidé d'inclure notre activité à ces festivités culturelles et écologiques. Le freestyle, c'est avant tout du spectacle, a commenté le président de la FIFDA, Stéphane Bogui, avant d'ajouter que l'étape 4 du championnat national de freestyle aura lieu à Ngokro, à Sabou, dans la capitale politique ivoirienne, du 29 novembre au 1er décembre. MMA, Ngannou veut John Jones. Francis Ngannou a désormais une idée de l'adversaire qu'il souhaite affronter. Football à présent, FIF. Un appel à candidature lancé.
La Fédération ivoirienne de football a officiellement lancé ce mardi un appel à candidature. À travers un communiqué via sa page Facebook, la FIF souhaite recruter des techniciens à des postes vacants. En effet, après la fin du contrat de Ludovic Batelli, la Fédération est en quête d'un nouveau directeur technique national. Un technicien capable de proposer un projet sur une longue durée. Même son de cloche pour le futur sélectionneur de l'équipe nationale féminine, sans entraîneur depuis la non-reconduction de Touré Clémentine. Enfin, la FIF souhaite également s'attacher les services d'un directeur de la formation. Les dépôts de candidatures ouvertes ce mardi se poursuivront jusqu'au 8 décembre prochain, nous apprend-on. La question LGT de ce soir, amoureux du sport, Coupe africaine, êtes-vous optimiste pour l'ASEC et le stade d'Abidjan? Ce sera donc pour l'actu de ce soir. Pour l'heure, on commence avec le débrief des news. On parle judo avec Saint-Séverin. Oui, judo. On l'a vu dans l'élément Belle Moisson pour les Ivoiriens à Dakar. C'est une compétition auquel les Ivoiriens sont habitués. Et ce qui est bon, c'est qu'ils ne reviennent jamais les bras ballants. Cette fois-ci, c'est 10 médailles, dont 2 en or. Alors, je ne vais même pas insister aujourd'hui sur les exploits des judokas, des vocotriennes, des vochines, pardon. Je vais demander à l'État de Côte d'Ivoire de faire ce qu'il fait pour les autres, pour certaines disciplines. Figurez-vous que sur les 5 dernières années, jamais le judo n'est sorti du pays sans rapporter de médailles. Donc chaque fois, vous avez des champions d'Afrique, vous avez vu Dabonné au JO, ils arrivent à se qualifier, et tout ça. Et que le président Seydou Dabonné fait un travail formidable, que ce soit des détections jusqu'aux grandes compétitions. Mais quand ils viennent comme ça avec les médailles, ils ne sont jamais reçus. Mais vous avez vu récemment que les champions du monde de Maracanã ont eu chacun 5 millions. Alors que ceux-là, ils ne sont jamais reçus. La fédération de Vocotrien, qui vient d'un championnat du monde et qui a remporté 6 médailles, pas de réception. Je veux qu'on mette tous les athlètes au même niveau. L'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup pour permettre à ces athlètes-là de sortir du pays pour aller glaner des médailles. Quand ils reviennent, il faut qu'on les reçoive. Je ne demande pas de donner les mêmes sommes à tout le monde, mais au moins les mêmes honneurs. Ça va faire plaisir. Félicitations encore à la Fédération ivoirienne de judo. Après la période Angbo, aujourd'hui, Dabonné est en train de montrer que le judo ivoirien a encore une très belle carte à jouer sur l'échiquier africain et aussi mondial. Et bravo, il y a déjà la relève pour Dabonné et les autres. Voilà, en tout cas, félicitations aux éléphantos judokas. Et puis, un mot de MMA avec Jean-Philippe. Oui, MMA, le combat tant attendu aura-t-il lieu? Voici la grande question que l'on se pose dans l'univers du MMA. Après le départ de Francis Ngannou de l'organisation reine, l'UFC, où il était dans la même ligue qu'avec John Jones, on pensait ce combat irréalisable. Ngannou en remet une couche, il ne veut combattre qu'une seule personne aujourd'hui, John Jones. Il faut le dire, le combattant camerounais et le combattant américain sont au crépuscule de leur carrière. Et je pense qu'après avoir tout remporté l'un et l'autre, après avoir fait fortune l'un et l'autre, ils ne rêvent qu'à une seule chose maintenant, se départager pour que le monde sache effectivement qui est le meilleur poids lourd au niveau de cette discipline. Pour l'instant, l'UFC estime que c'est John Jones. Francis Ngannou et la nouvelle structure pour laquelle il combat, le PFL, estime que c'est lui le meilleur et on ne pourra les départager que dans l'octogone. Maintenant, on sait que la difficulté vient de Dana White, le responsable de l'UFC. Du côté de Francis Ngannou et ses soutiens saoudiens, on ne rêve que d'une seule chose, ce combat. Et s'il devrait avoir lieu, plusieurs questions seraient posé ou devrait-il avoir lieu quand on sait que l'UFC est fortement rattaché aux États-Unis d'Amérique et que la PFL est fortement rattachée à l'Arabie Saoudite. Il va falloir d'abord déterminer le lieu exact de ce combat, les contours de ce combat, les différentes ligues, combien est-ce qu'elles vont gagner. En tout cas, c'est une question de beaucoup d'argent. On observe avec acuité ce qui se passe du côté donc, du MMA. Est-ce que les deux ligues vont trouver un terrain d'entente pour nous offrir le combat, même pas du siècle, mais du millénaire entre ces deux combattants? En tout cas, nous, les amoureux de l'UFC, on ne fait que prier, on allume des cierges en espérant qu'il y ait tout simplement l'entente entre les responsables de ces deux ligues pour qu'on puisse vivre ce moment inoubliable. Voilà, pour l'instant, on en rêve. C'est dans les jeux vidéo qu'on peut confronter ces deux gros talents de cette discipline. On veut que cela se réalise et on va croiser les doigts pour avoir cette confrontation entre
Francis Ngannou et John Jones. Voilà, Francis Ngannou, le Camerounais, et John Jones, l'Américain. Voilà, on attend donc Jean-Philippe. Et puis, football à présent. Coach Alain, oui, on parle de la Fédération ivoirienne de football. Fédération ivoirienne de football appelle à candidature pour le nouveau directeur technique national et puis pour le nouveau sélectionneur des dames. Vous savez, depuis le départ de Ludovic Batelli et puis la non-reconduction de Clémentine Touré, ouais, qui a remporté, je veux dire, qui a fait beaucoup d'espoir à l'équipe nationale féminine. Aujourd'hui, la fédération est à la recherche d'un nouveau DTN. Aujourd'hui, cette DTN est occupée par Alain Guamélé qui assure l'intérim. Clémentine, il n'y a pas de sélectionneur. Pourtant, les dames, aujourd'hui, elles sont en train de préparer l'U20, les éliminatoires des U20 au niveau des dames. Donc, c'est un homme, pour l'instant, qui assure l'intérim au niveau des femmes. Donc, pour cela, la fédération a lancé des appels à candidature. Ça concerne le DTN, ça concerne le sélectionneur des dames, et puis ça concerne aussi un directeur chargé de la formation au niveau de la formation des cadres, c'est-à-dire des entraîneurs, de tout ce qui se fait dans le football. Donc, ils ont tous ceux qui veulent participer, qui veulent lancer leur candidature. Ils ont jusqu'au 8 décembre pour déposer leur candidature. Quand ils déposent ta candidature le 8 décembre par mail ou bien physiquement, la fédération a un comité qui va analyser les candidatures et seront entendus pour débattre leur projet, ceux qui seront sélectionnés pour cela. Donc, pour nous, entraîneurs de Côte d'Ivoire, et tous les entraîneurs d'Afrique qui souhaitent être DTN un jour ou bien souhaitent être sélectionneurs, voilà une possibilité pour venir postuler. Voilà, donc la Fédération ivoirienne de football qui a lancé un appel à candidature. Oui, quelques petits... Oui, il faut ajouter que Batelli a laissé tomber en griffe la Fédération ivoirienne parce que son contrat n'était pas à terme et il a accepté une proposition du côté de la Tunisie. Ouais. Et Alain Guamélé a été sondé pour le poste, mais il a dit qu'il préfère ses occupations auprès des éléphants et au niveau des institutions internationales. Oui. D'où la nécessité d'avoir un nouveau DTN, mais en plus de ça, un directeur de la formation. Parce que rendez-vous compte que le plus grand diplôme au niveau de l'Afrique, la licence ACAF, on ne le passe pas en Côte d'Ivoire. Et ça pose le problème de, vous avez vu le Stade d'Abidjan, qui a dû prendre un autre entraîneur à la place d'Alexandre Lafille, qui est l'entraîneur principal. Donc, tout ça, la FIFA doit mettre tous ces mécanismes-là en place afin que les entraîneurs de Côte d'Ivoire puissent avoir la licence ACAF. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ces informations complémentaires, sans Sévérin. À la question LGT de ce soir, Coupe africaine, êtes-vous optimiste? Êtes-vous optimiste pour la SEC et le stade d'Abidjan? C'est tout à l'heure dans l'actu. On marque une petite pause, juste le temps de la publicité, et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et nous passons à sa buzz. On y va. Alors, qu'est-ce qui crée le buzz ce soir? C'est Cristiano Ronaldo. Oui, Cristiano Ronaldo, encore CR7. Le footballeur se bonifie. Lundi, il a encore frappé sous les couleurs d'Al Nasser. Déjà, cette vidéo de la rédaction nous plante le décor. On regarde. Voilà, messieurs, Cristiano Ronaldo, auteur de ses 912e et 913e buts de sa carrière. Ça, c'est vrai. Finalement, il est en train de se rapprocher non, rien à dire. De ses 1000 buts. Oui. Je pense que Cristiano n'est plus à présenter. Il a fait tous les grands clubs en Europe. Voilà, le Real Madrid, la Juventus, Manchester United, des grands championnats. Aujourd'hui, il est en Arabie Saoudite. Il poursuit un rêve. Le rêve d'atteindre 1000 buts. 1000 buts. D'après lui-même, dans une vidéo, il a dit 1000 buts dont les traces sont là, contrairement à ceux de Pelé. Il est tellement provocateur. Non, mais je pense que tant qu'il aura la force, tant qu'il n'aura pas de pépins physiques, je pense que c'est un record qu'il veut atteindre. Ouais. Maintenant qu'il va pouvoir atteindre, bon, ça, c'est une question qui se pose. On ne sait jamais combien d'années il va jouer encore. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2025, il sera encore sur le terrain parce que l'objectif le plus présent dans sa tête, c'est l'Euro, bien sûr, en 2025. Et puis, il y a la Coupe du Monde en 2026. Avant d'atteindre
ces 2 années, nous sommes en 2024, avant d'atteindre ces 2 années-là, avant d'arriver là-bas, forcément, à ce rythme-là, il va quand même se rapprocher des 1000 buts. Vous pensez que c'est possible? Oui. D'accord. Coach Alain, vous pensez qu'il pourrait se rapprocher de ces 1000 buts, qu'il pourrait même les atteindre? Ben, tout va dépendre de son état physique. Hein. Si jusqu'en 2026, il n'est pas blessé. Parce que je sens qu'arrivé à un certain moment, quand on joue la UFC Champions League, il y a des matchs où il aura forcément des duels, où il aura forcément affaire à des défenseurs monstrueux. Qu'il se protège parce qu'il y a les éliminatoires de l'Euro aussi. Ouais. Il va affronter des gens de grand calibre, donc attention à lui. S'il est en bonne santé, il peut se rapprocher. Mais sinon, s'il croise un gars... Se fixer lui-même certaines barres à atteindre pour pouvoir continuer à se motiver. On pourrait se poser la question de savoir à 39 ans, on dirait quoi, est-ce qu'il court? On sait que sur le plan collectif, il n'a pas remporté la Coupe du Monde. Ce n'est pas de sa faute puisqu'il évolue dans une nation qui n'est pas historiquement, je dirais, favorite à chaque édition de la Coupe du Monde. Mais c'est une très bonne nation quand même qui a connu de très grands joueurs, Eusebio, Figo, Rui Costa, avant donc Cristiano Ronaldo. Et donc, en club, je pense qu'il a démontré tout ce dont il était capable. Aujourd'hui, on se délecte de voir ses exploits. On attend tous quand il va atteindre ses 980, 990e buts. Et on va commencer à faire le décompte comme lors du réveillon pour espérer qu'il atteigne les 1000 buts. Vous voyez, on est je le dis... Jean-Philippe et Cristiano Ronaldo. On fait partie d'une génération qui est très chanceuse. Oui. Voilà, moi, je me rappelle avoir veillé pour voir LeBron James battre le record absolu du nombre de points inscrits en NBA. Oui. Aujourd'hui, peut-être Cristiano Ronaldo va battre je dirais, va atteindre son record de 1000 buts. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a eu tellement de spéculations sur Pelé. Après, la FIFA, face à la réalité, a dû revoir le nombre de buts de Pelé à 771, je crois. Et aujourd'hui, on a 2 monstres qui continuent de courir, qui continuent d'affoler les compteurs, que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Dernièrement, on a Robert Lewandowski qui les a rejoints comme étant le 3e joueur à avoir atteint la barre des 100 buts en Champions League hier. Non, pas hier, mais voilà. Oui, bien sûr. Hier, on en parlera même dans les stades du jour. Oui. Donc, vous voyez, on a affaire quand même à une génération de monstres. La jeune génération qui monte en puissance n'arrive pas à suivre le rythme. On a eu des garçons qui nous marquaient 40, 50 buts par saison. Lionel Messi même est monté à 96 buts sur une année civile. Donc, c'est vraiment magnifique. On va prier pour qu'il puisse atteindre ces 1000 buts-là. Les 1000 buts. Et que vraiment ses coéquipiers l'aident à pouvoir le faire. Je pense que ça va être une fête du football mondial. Aujourd'hui, la rivalité Messi-Cristiano Ronaldo n'existe pratiquement plus. Tous les fans de ces 2 joueurs-là se délectent de leurs exploits. Et c'est ça le plus important. Ben, dis donc, quand on parle de Cristiano Ronaldo, Jean-Philippe est si inspiré. Il peut le faire toute la nuit. Avec Cristiano, il peut faire les 90 minutes avec Cristiano. Franchement. Malheureusement, Ballot n'est pas là. Heureusement pour lui. Heureusement pour lui. Allez, bon, voyons déjà les statistiques. Les statistiques cette saison sous les couleurs d'Al Nasser. Oui, la fiche technique de Cristiano Ronaldo sur cette saison 2024-2025. Il est âgé de 39 ans. Il évolue au sein du club d'Al Nasser. Il n'a pas pris un centimètre depuis son départ du Real Madrid. Il fait toujours 1,88 m. Pour 80 kg, ça se sent qu'il est très affûté. Il a joué 17 rencontres. Au total, 1487 minutes pour 13 buts, 3 passes décisives, 1 carton jaune et aucun carton rouge. Le coéquipier de Sadio Mané semble être dans une forme olympique. Ben, dis donc. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Oui, ça c'est vrai. 7 matchs, 13 buts, 3 passes décisives, 17 matchs décisifs 16 fois. Ça, franchement, il faut... je pense que, à 39 ans, je pense qu'il faut le faire. Même sur le vieux continent, actuellement, il n'y a que Lewandowski qui fait ce genre de stats. Trentenaire aussi. Voilà, Lewandowski est un peu plus jeune que Ronaldo. 23 matchs, 23 buts, toutes compétitions confondues. Mais Cristiano, c'est vraiment très fort à cet âge-là. Il a presque atteint 40 ans. Normalement, c'est un joueur à 32, 33 ans. Bon, la retraite dorée quelque part là-bas pour s'arrêter. Cristiano continue de courir encore, comme Mbappé, comme Haaland. Oui. C'est prodigieux. Et est-ce que vous pensez qu'il pourrait offrir encore des titres à son club actuel, Al Nasser? Non, moi, je ne pense pas. Non, vous ne pensez pas? Je ne pense pas. Parce que là-bas, chaque fois, je pense que les autres équipes sont en train de monter en puissance. Al-Hilal, Al-Ali, sont en train de monter en puissance. Al-Ittihad, tout ça. Donc, ça sera difficile. Parce que déjà, en début de saison, je pense que dans le championnat, ils ont déjà perdu beaucoup de points. Donc, ça va être difficile parce que déjà, les autres sont en train de se préparer. Il faut dire que les autres se préparent, les autres aussi ont besoin du titre. Donc,
ça sera difficile pour lui quand même. Jean-Philippe? Non, le championnat saoudien, il ressemble un peu à la Formule 1, ce qui se passe en Formule 1. D'une année à une autre, vous ne pouvez pas, vous pouvez avoir des favoris, mais vous ne pouvez pas présager de comment est-ce que la saison va se dérouler. Parce qu'en Formule 1, en début de saison, on vous dit telle voiture est la plus puissante. Maintenant, quand on finit les essais, quand on est dans la saison, il y a les casques moteurs, il y a les problèmes liés aux chauffeurs et autres. Ouais. Et c'est un peu ce qui se passe au niveau de ce championnat, puisque chaque saison, ces équipes-là sont tellement puissantes qu'elles peuvent faire sortir un génie de leur chapeau. Ouais. C'est-à-dire, pour l'instant, on regarde Al Nasser, on voit qu'il y a une construction d'une équipe qui est en train d'être faite au fil des années. La première année, ils sont concentrés sur le volet offensif, c'est-à-dire devant. Après, maintenant, ils ont essayé, au vu de leurs résultats précédents, de colmater certaines brèches au niveau de la défense, au niveau du milieu de terrain. C'est un peu ce que Al Hilal a réussi à faire. Al Hilal a une équipe très équilibrée, ce qui permet à cette formation à chaque fois de dominer ce championnat. Et Al Nasser essaie de copier cela. Donc, il regarde toujours au niveau du vieux continent européen pour trouver les perles rares et les attirer là-bas. Ouais. Je pense que quand ils auront fini la construction de cette formation, elle pourra faire très mal. Moi, je pense à l'équipe de Al Ittihad où évolue, par exemple, Karim Benzema, qui est entraîné par Laurent Blanc. Ouais. Cette année, cette formation est, je crois, deuxième du championnat. Elle est leader actuellement. Voilà, leader même actuellement, puisque les années précédentes, il y avait de gros soucis au niveau défensif, ce qui faisait que Benzema, il pestait à chaque fois. Mais quand Laurent Blanc est arrivé, on voit qu'ils ont essayé d'équilibrer. Ils ont pris de très bons défenseurs, de bons milieux. Et voilà, l'équipe tourne à plein régime. Et pourquoi pas l'année prochaine avec Al Nasser, on ne sait jamais. D'accord, ok, on attendra donc de voir. Voilà, le sabbat ce soir qui était donc dédié à Cristiano Ronaldo, qui a marqué ses 912e et 913e buts de sa carrière. Voilà, on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et nous passons bien sûr aux stats du jour. On y va. On démarre avec les stats du jour. 100. Robert Lewandowski a marqué son 100e but en Ligue des Champions face à Brest. L'avant-centre du Barça est le 3e joueur à atteindre la barre des 100 buts dans la compétition après Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. 4. 4 matchs, 4 victoires, 8 buts marqués, 0 encaissés. Tel est le bilan de Pape Thiaw pour son intérim à la tête du staff technique de la sélection sénégalaise. 7. L'équipe de Bouaké FC affiche 7 matchs nuls en 10 journées de Ligue 1. C'est le plus grand nombre de matchs nuls de la compétition, devant le Stella Club et la SOA qui en comptent respectivement 6 et 5. Voilà donc pour les statistiques. Oui, déjà Jean-Philippe, on parlait par rapport à Robert Lewandowski. Oui, coach Alain? Oui, Lewandowski, c'est vrai qu'il est dans l'une de ses meilleures formes actuellement. Ça lui fait son 7e but qu'il a marqué hier. C'est un superbe avant-centre. Il est dans une équipe homogène qui est le Barça. Le mieux placé pour parler de cet avant-centre mythique-là, c'était Ballot. Mais malheureusement, sans c'est bien aussi, là, il va prendre le relais. C'est les Barcelonais. Tout à l'heure, l'autre a fait les éloges de son avant-centre du Real de Madrid. Bon, revenons à Robert. Voilà. Donc, Robert c'était un très bon avant-centre parce qu'autour de lui, il y a ces jeunes-là qui essaient de faire tout le boulot. Et puis lui, en tant que renard de surface, il est toujours là au bon moment et dans la bonne position pour toujours marquer des buts. Il va encore marquer plus de buts parce qu'il s'est métamorphosé dans un collectif pas possible. Il est redevenu plus jeune que lui-même son âge. Donc, il fait plus d'efforts et il sait à tout moment que si tel ou tel joueur du Barça a le ballon, lui, il peut se replacer tout de suite. C'est vraiment un excellent avant-centre. Vraiment, je lui donne encore peut-être 5 saisons s'il est toujours en forme pour faire mal. Mais est-ce qu'il pourra battre le record de Lionel Messi ou même de Cristiano Ronaldo? Ça, c'est vrai. Il est plus proche du record de Messi que de celui de Ronaldo. Ronaldo, je pense que Messi, c'est 129 buts en Ligue des Champions et Cristiano, c'est 140. Là, il en est à 100 et la compétition est encore longue. Ce qui est bien, c'est qu'il a dit dans une interview récemment,
il est en train de se réinventer Ouais. grâce à la jeunesse autour de lui au Barça, Lamine Yamal, Casado, Pedri, même Rafinha le Brésilien, Olmo. En fait, il est en train de se redécouvrir une seconde jeunesse, comme coach Alain l'a dit tout à l'heure. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'il est sur les standards de la saison 2020, l'année où il y a eu la Covid, où il n'a pas pu avoir le ballon d'or. Oui, effectivement. Le ballon d'or lui était promis, mais il n'a pas pu l'avoir parce que les championnats avaient été stoppés. Et là, tout le monde le voit, la campagne même a commencé. On dit que Lewandowski, tous les grands médias disent qu'il est en mode ballon d'or. C'est très simple. Okay. Si le Barça va au bout en Ligue des Champions, c'est sûr que actuellement, pour ce qu'on voit en Europe, Lewandowski sera vraiment en pole position. Ce qui est bien, c'est que c'est un joueur qui ne fait pas trop de bruit. Il ne bavarde pas, il ne crie pas sur les coéquipiers, non. Il joue, il est toujours bien placé, comme coach l'a dit, dans les espaces, le jeu de tête, en déviation. Il est vraiment, vraiment, vraiment dans le club qu'il faut là maintenant, parce que tout le Barça semble jouer pour lui. D'accord, donc il a la place qu'il faut. Et puis on a Pape Thiaw, hein. Jean-Philippe, comment vous appréciez déjà son intérim à la tête de la sélection sénégalaise? Oui, Pape Thiaw, qui était, je dirais, un peu produit de la direction technique nationale du Sénégal, qui avait en charge l'une des sélections de ce pays. Ouais, l'équipe a pris, et il a remporté le CHAN, comme le dit si bien Saint-Séverin et coach Alain sur le plateau. Il assure l'intérim d'un autre champion d'Afrique qui malheureusement n'a pas vu son contrat être renouvelé. L'ancien sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, merci. Merci d'avoir comblé ce trou de mémoire, Aliou Cissé. Et pour l'instant, il s'en sort très bien. Voilà, on sent véritablement un travail de fond qui est fait au niveau de la direction technique nationale du Sénégal, à telle enseigne que quand l'entraîneur des A' arrive au niveau des A, il n'est pas dépaysé. Et les joueurs également le connaissent. C'est pratiquement la même méthode. Le Sénégal n'a pas foncièrement changé sa manière de jouer. Lui, il est venu juste avec ses idées beaucoup plus offensives, alors que son prédécesseur avait, je dirais, une notion beaucoup plus étriquée de ce jeu offensif, car il fallait beaucoup respecter l'adversaire, avoir un bloc, je dirais, assez compact, et puis profiter de la vitesse des avancantes pour prendre à défaut les adversaires. Par contre, lui, il prend beaucoup plus de risques. Voilà, le Sénégal joue avec beaucoup plus de possession de balle, un bloc beaucoup plus haut, souvent à découvert. Mais pour l'instant, ça lui réussit. Son équipe a fait un parcours sans faute. Il n'a pas encore encaissé le but. Zéro but encaissé. Ce qu'on attend généralement quand on voit une formation évoluer comme ça, c'est de se demander comment est-ce qu'elle pourrait réagir lorsqu'elle serait en difficulté face à un adversaire qui va la mener. C'est là où on se dit finalement peut-être que soit le travail du coach est accompli ou soit il surfait peut-être sur une bonne dynamique. Donc on attendra de voir ce que cela va donner, mais pour l'instant, voilà, je pense qu'il ne pède pas au change avec ce choix-là. Maintenant, pourquoi est-ce que sa nomination finale n'arrive pas et qu'il est toujours intérimaire? Ça, c'est une grosse question à poser au président Augustin Senghor. Ok. Et coach Alain, vous êtes pour ou contre, justement, pour sa titularisation? Non, moi, je suis pas contre. Au contraire, je suis pour. Vous êtes pour, oui. Vous savez pourquoi? Parce que la DTN du Sénégal, c'est un Sénégalais qui est directeur technique national au Sénégal. Donc, la directeur technique du Sénégal travaille avec seulement des Sénégalais. Donc, ils ont fait un travail pas possible avec Aliou Cissé. Ils l'ont soutenu jusqu'au bout. Aujourd'hui, ils sont en train de soutenir Pape Thiaw. Mais je suis sûr que bientôt, dans les jours à venir, ils vont le confirmer. Ils vont le confirmer, vous avec pensez? ces résultats-là, avec ces résultats, ils vont le confirmer. Parce que ce qu'il faut noter, au Sénégal, ils ont beaucoup misé. Aujourd'hui, comme on a pu le lire dans le communiqué de la Fédération de football, il est question d'avoir un directeur de la formation. Au Sénégal, ils ont beaucoup misé sur la formation des cadres, la formation des formateurs. Et les formateurs sénégalais partent des formateurs des plus jeunes jusqu'au cadre des équipes premières. Et ça a pris du temps, mais aujourd'hui, on voit le formidable résultat que cela est en train de donner. Le Sénégal n'a pas besoin aujourd'hui d'aller chercher un expatrié pour prendre une de ses équipes nationales ou même la direction technique nationale. Je pense que c'est un formidable exemple à suivre en termes de travail des formateurs sur le continent africain et cela pourrait donner des résultats si et seulement si au plan fédéral on joue le jeu, parce que moi j'ai regardé le communiqué de la fédération, j'ai essayé de le disséquer. Bon, peut-être que j'ai mal lu, mais je n'ai pas vu. Mais je ne vois pas la notion fondamentale qui demande à ce que le DTN soit un local. Après, du moment où c'est ouvert, on peut avoir le cas Batelli. D'accord, ok. On
on poursuit avec les stades du jour. Bouaké FC, champion des matchs nuls. Bon, qu'est-ce qui explique cette situation? Ça, c'est vrai. Je dis un mauvais départ à l'allumage. On ne va pas se mentir, Bouaké est coutumier du fait. L'année dernière, l'équipe a eu un parcours similaire et s'est retrouvée dans les 5 dernières journées du championnat à trimer pour pouvoir se maintenir. Cette année encore, ça repart de plus belle. Je crois 10 journées déjà en championnat et 7 matchs nuls. Je pense que ça fait quand même trop pour une équipe dont le recrutement a été fait pour jouer les premiers rôles selon le président que nous avons rencontré, Diabaté Issa, que nous avons rencontré lors de la dernière AG de la Fédération ivoirienne de football à Abidjan. Donc je dis, il faut quand même dès maintenant là prendre le taureau par les cornes et changer quelque chose. L'équipe ne marque pas beaucoup, elle encaisse beaucoup de buts, ça ronronne. C'est le club aujourd'hui qui, en Ligue 1, a plus de supporters au terrain parce que les matchs se jouent là maintenant au stade annexe de Bouaké. C'est une ville de foot, comme tout le monde le sait. Bouaké, on ne va pas évoquer encore le Côte d'Ivoire-Mali sublime dans les gradins du stade de la Paix. Et donc là, il faut vite faire pour que l'équipe reprenne du poil de la bête et commence à enchaîner les victoires. Et justement, que doit faire le coach Cablan Marcelin Cablan Marcelin, c'est quand même quelqu'un qui connaît la maison. Coach Alain va le dire. Il a réussi dans certains clubs où il était passé beaucoup d'exploits. Aujourd'hui, je pense qu'il faut juste que les joueurs acceptent ses idées. Voilà, parce que vous savez, ce n'est pas toujours que le groupe accepte les idées d'un coach. Cablan a déjà fait ses preuves. Pour l'instant, il n'est pas menacé quand on parle avec le président, mais très vite, il pourrait être sur un siège éjectable. Oui, coach Alain. Non, il faut que les enfants acceptent de se donner offensivement, parce qu'aujourd'hui, ce qui ne marche pas, c'est offensivement. Quand on parle du travail offensif, on ne met pas seulement les avant-centres, les attaquants en avant. Il faut que les défenseurs aussi accompagnent, il faut que aussi les milieux de terrain aussi accompagnent, ils cessent de se projeter vers l'avant. Je pense que c'est un peu cette mayonnaise qui n'a pas encore pris devant. Mais attention, il faut que les enfants se lâchent maintenant. Il faut qu'ils se lâchent, il faut qu'ils jouent carrément les chances, il faut que devant les buts, ils prennent des risques. D'accord, c'est bien noté. La question LGT de ce soir, Coupe africaine, êtes-vous optimiste pour l'ASEC et le stade d'Abidjan? Il est l'heure de l'actu. On y va. Bien sûr, on ouvre le téléphone, donc dont le numéro est le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Et vous avez toujours la page Facebook de la 3. Résultat mitigé pour les représentants ivoiriens lors de la première journée de la phase des poules de Coupe africaine. Si le stade d'Abidjan s'est incliné en Égypte, à l'ASEC Mimosa, elle a réussi à s'imposer devant l'ASC Jaraf cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny. Peut-on être optimiste pour la suite de la compétition? On en parle déjà. Mais avant, regardons ce sujet de la rédaction. On y va. Les représentants ivoiriens ont entamé la phase de poule des Coupes africaines depuis hier. En Ligue des Champions, le stade d'Abidjan était en déplacement en Égypte pour affronter le Al-Ali, tandis qu'en Coupe de la Confédération, l'ASEC Mimosa était à l'épreuve de l'ASC Jaraf cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny. Les Mimos, qui restent sur des prestations en demi-teinte en Ligue 1 ivoirienne, se sont montrés particulièrement solides. Imperméables en défense avec un Foli Ayayi retrouvé, les poulains de l'entraîneur Julien Chevalier l'ont emporté 2-0. 2 coups de tête de Cissé Abdulrazak et Kankandé Chizungu ont scellé le sort des joueurs venus de la Médina dakaroise. Les jaunes et noirs ont parfaitement dominé leur sujet. De son côté, le stade d'Abidjan a fait mieux que se défendre devant le Al-Ali, champion en titre dans son antre du stade international du Caire. Les Yéyés peuvent s'en vouloir d'avoir manqué leur entame de la partie en concédant un cinglant 3-0 après les 25 premières minutes. Heureusement, les garçons de l'entraîneur Alexandre Lafitte sont sortis de leur torpeur et ont produit du jeu avant de terminer la partie avec une défaite honorable 2-4.
La deuxième journée des Coupes africaines se jouera la semaine prochaine. Le stade d'Abidjan accueillera les Algériens du CR Belouizdad au stade Félix Houphouët-Boigny quand l'ASEC Mimosa ira défier les Botswanais d'Orapa United à Francistown. Optimiste pour l'ASEC et le stade d'Abidjan. Messieurs, à vos panonceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non. C'est un oui pour Coach Alain, c'est un non pour Saint-Séverin et c'est aussi un non pour Jean-Philippe. Voilà, n'oubliez pas le 27 21 59 93 99. Déjà sur la page Facebook de la 3, nous avons un message, nous avons un internaute qui nous dit « Je suis optimiste pour l'ASEC Mimosa et un peu moins pour le stade d'Abidjan. Vu leur poule compliquée et leur manque d'expérience, une chose est sûre, nos clubs ne seront pas ridicules dans ces compétitions africaines, car contrairement aux gens qui critiquent le niveau du championnat ivoirien, notre championnat a un bon niveau et est régulier avec des équipes qui travaillent bien. » Voilà. Alors, êtes-vous optimiste pour l'ASEC et le stade d'Abidjan? Messieurs, si vous pouvez argumenter. On va commencer avec Saint-Séverin. Je suis optimiste pour l'ASEC Mimosa et pas optimiste pour le stade d'Abidjan. La raison est toute simple. Dans la poule de l'ASEC, vous avez Jaraf, que l'ASEC vient de battre 2-0 aussi à Abidjan. Vous avez USM Alger et Orapa United. Alors, Jaraf, comme la plupart des clubs sénégalais, n'est pas un habitué de la compétition, ou du moins, sur les dernières décennies, voilà, n'est pas un habitué de la compétition. On a plus vu Tenguet que Jaraf. Donc, dans cette poule-là, l'ASEC et l'USM Alger partent pour moi favoris. D'ailleurs, les deux clubs sont leaders parce que l'USM Alger a gagné aussi aujourd'hui quand l'ASEC battait Jaraf à Abidjan. Donc, pour l'ASEC, oui, je suis optimiste. C'est une équipe qui est habituée à cette compétition, qui n'a pas manqué la Coupe africaine sur les 10-15 dernières années et qui a joué une demi-finale dernièrement dans cette compétition, c'était en 2023. Donc, éliminé par l'USM Alger, justement, qui est dans sa poule. Donc, oui, pour l'ASEC, je suis optimiste et ça part bien avec 3 premiers points. Pour le stade d'Abidjan, par contre, je ne suis pas du tout optimiste parce que quand vous prenez dans la poule du stade d'Abidjan, vous avez Al Ahly, le club le plus titré du continent dans la compétition en Ligue des Champions, 12 titres, si je ne m'abuse. Vous avez le CR Belouizdad, qui est un des grands d'Algérie. Et vous avez Orlando Pirates, qui a pris une Ligue des Champions en 95 ici face à l'ASEC Mimosa. Donc, le stade part avec des armes à moins. Surtout que, vous avez vu le match face à Al Ahly, le stade a trop respecté Al Ahly. Et le commentateur du match qui dit, marquer 2 buts à Al Ahly, c'est même un espoir pour le stade d'Abidjan. Je pense que les garçons ont trop respecté l'adversaire. Ils auraient pu faire mieux. On espère qu'ils vont se rattraper pour la prochaine journée prévue début décembre. Mais oui, je suis optimiste pour l'ASEC, mais pas du tout pour le stade parce que sa poule est très relevée. D'accord, donc ça c'est vrai qu'il est plutôt optimiste pour l'ASEC, mais non pour le stade d'Abidjan, non pour les yéyés. Ok. Êtes-vous optimiste pour l'ASEC et le stade d'Abidjan? C'est la question LGT de ce soir. Coach Alain, on vous écoute. Ben oui, moi je suis optimiste pour les deux équipes. Hein. Vous savez, le stade a fait un recrutement taillé à la mesure de la compétition africaine. Quand vous prenez Assalé Roger, quand vous prenez, comment il s'appelle, l'ancien capitaine de la SEC, quand vous prenez le défenseur qui nous revient du Racing. Écoutez, hier, le stade a fait un non-match en première mi-temps. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Saint-Séverin, ils ont trop respecté l'adversaire. Ils auraient dû jouer leur deuxième mi-temps. Comme ils ont joué la deuxième mi-temps, ils auraient dû jouer la première mi-temps comme ça. Tout ça, c'est de la faute de l'entraîneur. Parce qu'il n'était pas sur le banc, avec tous les problèmes que Saint-Séverin a expliqués. Vous savez, le discours de ton adjoint et puis le discours du principal ne sont pas les mêmes discours. Donc déjà là, je pense que le prochain match, ils seront obligés de rectifier le tir. Parce que s'ils ne prennent pas des points à domicile, ça sera difficile pour eux de s'en sortir dans cette poule. Exactement. Ça sera difficile pour eux. Mais par contre, pour la SEC, bon, les 4 sont déjà joués, puisqu'on sait qu'à part l'US Alger, les autres équipes, la SEC peut s'en sortir facilement. Mais quant au stade, il faut aborder les matchs avec plus de détermination. Avec plus de détermination. Il faut que les jeunes gens comprennent qu'ils ont été recrutés au stade d'Abidjan, pas pour figurer. Ils doivent aller défendre, chercher peut-être même la deuxième place. Et puis si, par défaut, ils n'ont pas eu la deuxième place, qu'ils ont eu la troisième place, on peut se comprendre. Mais
il faut qu'à domicile, ils gagnent tous les 3 matchs. D'accord. Néanmoins, vous restez optimiste pour les deux équipes? Oui, oui, moi, je suis optimiste. D'accord, très bien. Êtes-vous optimiste pour la SEC, le stade d'Abidjan? Jean-Philippe, on vous écoute. Vous pouvez argumenter maintenant. Oui, j'ai dit non. J'ai dit non et je reste... Une seconde, Jean-Philippe. Nous avons un appelant, M. Kwame, qui nous appelle de Kumfao. Bonsoir, M. Kwame. M. Kwame? Oui, concernant le sujet... Monsieur Kwame, une seconde. Bonsoir, Monsieur Kwame. Bonsoir, madame. Voilà, on ne vous avait pas entendu. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Et puis, on vous écoute maintenant. Êtes-vous optimiste pour la SEC et le stade d'Abidjan, Monsieur Kwame? Effectivement, je suis optimiste pour la SEC et le stade. Oui. Vu de la prestation hier du stade, avoir l'égalité, avoir mené 2 buts contre 4, je suis très optimiste. Concernant la SEC aussi, il n'y a pas de problème. Parce que on a tendance à voir que la SEC en championnat ne dépend pas bien. Mais en Coupe d'Afrique, c'est 2 compétitions différentes. OK. Quand c'est comme ça, la SEC se base sur la Coupe d'Afrique. Donc moi, je suis très optimiste. Mais je voudrais vous demander un truc. Oui. Et de Roger Stéphane. Vous le verrez très bientôt. Voilà, Monsieur Kwame. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Voilà. Coupe africaine, êtes-vous optimiste pour la SEC et le stade d'Abidjan? Jean-Philippe, on vous écoute après. Oui, j'ai dit que j'ai répondu non et j'allais emboîter le pas à Saint-Séverin, puisque pour moi, la SEC Mimosa a l'habitude de ces compétitions et la SEC l'a démontré face à un adversaire qui est quand même leader du championnat sénégalais. Oui. Alors que du côté du stade d'Abidjan, c'est la grande reprise, c'est la redécouverte de ses joutes sportives et que ce stade d'Abidjan est tombé sur dans la poule plutôt la plus relevée de cette compétition. Au sorti de Al Ahly, ils vont croiser une équipe algérienne qui est habituée également à cette compétition-là. Je pense que pour le stade d'Abidjan, il y a 2 options qui s'offrent à cette formation. La première, c'est l'apprentissage tout simplement de la haute compétition. Et puis, je crois, la seconde, c'est de capitaliser cet apprentissage-là. Parce qu'on ne devrait pas attendre, je dirais, quelque chose d'extraordinaire de la part du stade. Si le stade même parvient à sortir de cette phase de groupe pour se retrouver au niveau des quarts de finale, ce serait un exploit retentissant pour ce club-là. Mais maintenant, hier, j'ai pu voir des choses intéressantes et des joueurs intéressants dans ce groupe. Je pense qu'ils peuvent réaliser quand même une certaine surprise, à condition pour eux de pouvoir très bien négocier les rencontres à domicile et d'essayer sur les 2 dernières rencontres à l'extérieur de pouvoir accrocher ne serait-ce qu'une victoire sur les 2 prochaines rencontres. Avec ça, le stade pourrait s'en sortir. Est-ce qu'ils en ont les capacités? Ben, je pense qu'ils ont fini par digérer face à Al Ahly la grosse angoisse liée à cette entrée dans une inconnue pour eux. Et maintenant, ils ont compris comment est-ce que ça se passe. S'ils se remotivent avec les moyens, bien évidemment, de leur président, pourquoi pas le stade réaliser une belle chose. Mais sur la question, en toute franchise pour moi, on n'a qu'un seul véritable représentant. Quand je dis véritable, c'est un représentant capable d'aller au bout de la compétition. Et pour moi, c'est la SEC Mimosa. D'accord, ok. Bon, déjà parlons de la SEC. Attardons-nous un peu sur la SEC. Comment vous l'avez trouvé face aux Girafes, l'ASC Girafes? Une bonne équipe de la SEC qui a, contrairement à ce qu'elle montre en championnat, a moins ronronné aujourd'hui. L'attaque a un peu plus marché. Elle est restée muette sur plusieurs matchs des championnats. Vous l'avez même vu aujourd'hui, Kankondé, le Congolais, a marqué. Abdoul aussi a marqué. Et surtout, les buts sont venus sur 2 centres sur les côtés. Côté droit, côté gauche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a eu un peu plus de fluidité, il y a un peu plus de diversité dans le jeu de la SEC Mimosa. Ce que les gens ont rarement vu, les supporters ont rarement vu sur les derniers matchs des championnats. Au milieu de terrain, vous avez un garçon comme Dakwa, qui a quand même été énorme. Je dis, depuis le début de la saison, c'est l'un des rares mimos qui submerge un milieu de poche, haut comme 3 pommes, mais alors là, avec un abattage monstre au milieu de terrain. Je sens le Edgar Dakwa qui a été merveilleux
à la CAN des U23 en 2019 et qui s'est référé une santé à Lisa Sandra avant de signer la SEC. Donc pour moi, tout ça sont des bons éléments. Salifou Diarra a été aussi très impressionnant, un beau distributeur de jeu qui a montré un peu plus de vista dans ce match-là aujourd'hui. Et puis que dit de Folie Ayaï, je ne l'avais pas vu aussi bon depuis plusieurs semaines en arrière. Il revient à son meilleur niveau, au meilleur moment, comme quoi les grandes compétitions subliment les grandes équipes. D'accord. Nous avons un appelant, M. Ncho. Il nous appelle d'Alépé. Bonsoir, M. Ncho. Bonsoir, c'est Marie-Christine, non? C'est ça. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Ncho. Merci. Je salue mon frère Jean-Philippe Auria qui j'apprécie beaucoup. Oui. Bonsoir. Voilà, c'est Jean-Philippe seulement, vous saluez sur le plateau. Yassine Séverin et Okodjala. Il est son frère. Je salue tout le monde, mais voilà. Jean-Philippe Auria est mon frère. Bonsoir, monsieur. On espère que vous portez bien. Eh bien, dis donc. D'accord, monsieur Ncho. Bon, allons-y avec la question LGT de ce soir. Êtes-vous optimiste pour la SEC et le stade d'Abidjan? Je suis optimiste pour la SEC. Pour la SEC, mais pas pour le stade d'Abidjan. Pas pour le stade d'Abidjan, parce que je vous dis une chose. Oui. On ne peut pas comparer la SEC d'Abidjan actuelle au stade d'Abidjan. Ah bon, hein? On ne peut pas comparer la SEC d'Abidjan actuelle au stade d'Abidjan. La SEC, d'abord, est-elle habituée, malgré les joueurs qui sont partants, la SEC est un habitué. La SEC joue un championnat, parce que dans les championnats de la Côte d'Ivoire, si tu bats la SEC, tu es heureux. Donc la SEC a habitué au niveau championnat. Mais au niveau africain, là, la SEC a eu une expérience, sincèrement, très bonne. Okay. Je vous assure que cette année, la SEC ira jusqu'à finale. Ok, d'accord. Jusqu'à finale. Mais le stade d'Abidjan, pour le stade d'Abidjan, c'est l'apprentissage. Comme je disais au plateau de Sud-là. D'accord. Le stade est en train d'apprendre. Le stade doit revenir pour repartir. Sinon, le stade de la SEC ne sont pas même équipe. Le stade va apprendre, mais dans sa poule, là, vraiment, le stade n'en sortira même pas. Voilà, c'est une équipe ivoirienne. Moi, je supporte beaucoup le stade. Je supporte la SEC, le stade africain, le CELA, mais le stade ne s'en sortira pas. C'est votre opinion. D'accord, ok. C'est bien noté. C'est bien noté, monsieur Ncho. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci. Okay, merci, monsieur Ncho. Oui, ça, c'est bon. Oui, Marie-Christine. Oui. Attention, le stade n'est pas en apprentissage, mais il y a quand même très longtemps que le stade n'a pas joué la compétition. Ah, voilà. Ce n'est pas un apprentissage, mais ça fait 50 ans qu'ils n'ont pas joué la compétition. Ah, plus qu'un apprentissage. Ils reviennent, ça fait beaucoup. Ils reviennent, mais ce groupe-là, oui, en tout cas, n'a pas... Mais moi, vous savez, depuis le début de la saison, je pensais que le stade allait utiliser ses armes de la compétition africaine. Le stade a recruté certains joueurs habitués à ce genre de compétition. Aka et 6, Mansou Kouakou à droite, Moukoro Chek, Assalé Roger, pour venir compléter le groupe qui est déjà là avec le gardien Bamba Drissé et autres. Mais hier, j'ai vu qu'il n'y avait que deux parmi ces quatre qui étaient titulaires au coup d'envoi. Mansou est rentré après. Je pense aussi que Moukoro est rentré après. Je pense que c'est le moment de mettre tout cela dans le grand bain à partir du championnat pour qu'ils apportent leur expérience. Parce que, comme vous le savez, Mansou Kouakou, le latéral droit, il a joué avec les éléphants. D'accord. Et beaucoup d'entre eux ont déjà joué le CHAN de grandes compétitions. Il faut ces joueurs d'expérience-là pour épauler Corée et Kassoum Koulibaly et autres. D'accord, c'est très bien noté. Ça, c'est par rapport au stade d'Abidjan. Maintenant, si on revenait à la SEC, j'aimerais qu'on termine avec la SEC aussi. Qu'est-ce que les MIMO doivent encore améliorer dans le jeu, s'il vous plaît? Moi, je pense qu'ils doivent améliorer surtout leur concentration. Concentration. Concentration, voilà. Il faut qu'ils restent concentrés. Et puis surtout, il faut qu'ils abordent les rencontres pour aller chercher tout de suite la victoire dès le départ. L'impression qu'ils abordent toujours les matchs timidement. Et puis après, quand ils mènent au score, écoutez, ils relâchent un peu et l'adversaire essaie de prendre un peu le dessus. C'était une très bonne équipe expérimentée du Giraffe. Je pense qu'elle allait mener la SEC au départ. Et puis maintenant, la SEC allait vouloir courir derrière le score. Parce que c'est l'équipe du Giraffe qui s'est procuré les premières occasions nettes de but. Déjà, ce qui n'est pas normal quand on joue à domicile. Très bien. Ce qui n'est pas normal quand on joue à domicile. Et ensuite, la SEC mène au score, et puis la SEC fait un relâchement. Or, là, si tu joues contre une équipe où tu mènes au score, et puis tu relâches, parce qu'après le but de la SEC, l'équipe de Giraffe a eu 2 occasions de but. Donc, il faut que les actionnaires restent concentrés s'ils veulent aller loin dans cette compétition. Qui restent concentrés. Et puis, un mot sur le coaching de Julien Chevalier. Jean-Philippe. Mais écoutez, il a fait ce qu'il avait à faire pour permettre à son équipe d'évoluer de manière optimale. Il fallait d'abord, je ne vais pas parler d'une spirale de défaite, mais il fallait endiguer déjà cette spirale de manque de confiance du côté des joueurs. Et on le disait hier sur le plateau,
La Coupe d'Afrique a cela en elle de transcender les athlètes. Et ils cherchaient un autre terrain pour démontrer à leurs supporters qu'ils étaient présents. Et c'est une rencontre qui est arrivée à point nommé. Ça les a motivés encore plus. Maintenant, je pense qu'on va ressentir ça peut-être dans leurs prestations au niveau du championnat. Mais sur cette rencontre particulièrement, je n'ai pas grand-chose à reprocher au coach sur le choix de ces hommes. Comme on l'a dit, l'essentiel, c'était de gagner la rencontre. C'est vrai qu'ils ont un peu souffert, mais on a dressé le contexte de la rencontre. Ils jouent face à une formation qui est leader de son championnat alors qu'ils ne le sont pas. Et pouvoir les battre 2-0, je pense que c'est totalement mérité de la part des Jauninois. Et chapeau à Julien Chevalier pour le travail qu'il effectue sur cette rencontre. D'accord. Nous avons un appelant, M. Traoré. Il nous appelle d'Abobo Anador. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Traoré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. On vous écoute. Oui. Je salue tout le monde sur le plateau. Voilà. Bonsoir, monsieur. Et on vous écoute. Est-ce que vous êtes optimiste pour la SEC et le stade d'Abidjan? Bon, moi-même, je suis supporter de la SEC, mais sincèrement, je ne suis pas beaucoup optimiste pour la SEC. Ah, d'accord. Je mise beaucoup sur le stade que la SEC, mais je souhaite que je sois surpris. Par rapport à la SEC, parce qu'avec le recrutement de la SEC de cette année, quand je regarde les éléments qu'on a recrutés par rapport aux éléments de l'Africa des stades, bon, vraiment, je mise beaucoup sur le stade que la SEC. D'accord. Malgré la victoire de la SEC cet après-midi? Oui, bon, moi, je dis que peut-être que ça, c'est un coup de hasard. J'attends le second match. D'accord, ok. Non, je n'ai pas beaucoup confiance, sincèrement, sur franc. D'accord, ok. Je dois dire que je suis à SEC. Je suis à SEC depuis 66. Ah, à l'âge de 12 ans, j'avais 12 ans. Ah, donc vraiment. Je ne suis pas jusqu'aujourd'hui, mais vraiment. Mais pour l'instant, vous restez sur vos gardes. Non, oui, je suis débutatif. D'accord, ok. C'est bien noté, M. Traoré. C'est bien noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Voilà. Et on parlait donc du coach Julien Chevalier. Justement, on va l'écouter. L'entraîneur de la SEC Mimosa qui s'est exprimé en conférence de presse d'après-match, propos recueillis par nos reporters. On l'écoute. Bien, je suis heureux pour les joueurs. C'est une victoire qui permet de bien démarrer la compétition. Elle était attendue. C'est les premiers pas de la phase de poule importante. Donc c'est bien, on démarrait à domicile. Ça pouvait être piégeux avec un adversaire qui pouvait essayer de venir gratter un point. Donc on a su l'emporter, c'est bien. La veille de la rencontre à la dernière conférence, par contre j'avais regardé la première période, il y avait 67% de possession pour nous. Donc on a quand même au moins dominé la première, j'ai pas regardé la suite. C'est vrai qu'en deuxième période, on a un petit peu reculé, mais ça s'explique souvent, vous savez. C'est une équipe qui joue très long, très direct. Donc sur la première période, on a eu l'ascendant avec le ballon et puis ils étaient recroquevillés un petit peu, attentistes. Ils préparaient leur jeu sans prendre de grands risques. Sur la deuxième, en étant menés, ils sont obligés d'en prendre un petit peu et on sait que si on va les presser, ils vont dégager le ballon devant. Donc on a préféré rester en bloc, organisé. On a concédé quand même peu d'occasions et c'est le plus important. Il faut savoir gérer les temps forts et les temps faibles. C'est évident qu'en première période, on a eu des temps forts par rapport à eux. Ça s'est équilibré sur la deuxième, mais c'est nous qui avons marqué. Donc, non, il faut, je vous dis, s'adapter à chaque contexte, chaque situation. On avait bien analysé cette équipe, très athlétique, beaucoup de jeux directs devant, les deuxièmes ballons. Donc, il fallait organiser le jeu autour de ça. Ce qu'on a très, très bien contrôlé en première période, où on s'est fait un petit peu peur sur des pertes de balles. On sait que c'est nos petits défauts pour l'instant. On doit s'améliorer sur la domination des contextes, pas se précipiter. L'exemple à la fin, par exemple, on leur rendait un peu trop vite le ballon. C'est pas le problème, c'était pas d'être bas, c'est qu'on leur renvoyait devant alors qu'on avait le temps d'attaquer, on n'était pas pressé, on mène 1-0. Il faut prendre le temps d'aller mettre le deuxième, mais en leur rendant le ballon, ça nous a laissé dans notre camp. Et c'est là où il faut arriver à pas s'affoler, mais on a l'habitude, et puis il y a le contexte. Les supporters qui aiment bien qu'on joue vite devant, mais souvent quand on joue vite devant, ça revient aussi vite et c'est pas un avantage. Donc on a su sur une attaque placée mettre le deuxième but. Mais il faut être juste dans la gestion des temps forts et des temps faibles. On l'a plutôt bien été avec une équipe qui manque de maturité pour le gérer et on a vu qu'il y a eu quelques affolements, des ballons mal dégagés qui ont laissé flotter un petit peu de crainte.
Donc c'est une victoire qui doit permettre de progresser encore un petit peu. Chaque match doit nous permettre de corriger les choses pour progresser. C'est donc les propos du coach de la SEC, Julien Chevalier, des propos rassurants, sans Séverin. Oui, il a fait une analyse parfaite du match. À un moment donné, la SEC a laissé couler sur des pertes de balles. Mais moi, dans ce match-là, j'ai senti quand même que le retour de Souleymane Koulibaly à la SEC Mimosa fait du bien. Le défenseur central qui avait été de l'expédition du Chan en 2022 en Algérie. Je pense que son retour fait du bien parce que quand Wonlo et Trabi sont partis, il y a eu beaucoup de craintes. Mais là, sur cette compétition-là, on sent un joueur d'expérience qui a su quand même tirer la défense sans compter les efforts de Zouzou Carlos sur le côté gauche. Et puis, que du jeu sur les ailes. Ate Issoufou a été très bon. Je pense qu'il délivre une passe pour le but de Cissé Abdoul. Donc oui, le bloc équipe de la SEC aujourd'hui a un peu mieux fonctionné. Mais sur le deuxième ballon, il faut que la SEC fasse beaucoup d'efforts. D'accord. Bon, là, vous êtes plus attardé sur les compartiments de la SEC par rapport au match et pas sur les propos du coach. Oui, coach Alain, une seconde, nous avons un appelant. Monsieur Loa nous appelle de Daloa. Bonsoir, monsieur Loa. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci beaucoup. Voilà. Et on vous écoute? Oui. Vous savez, les invités. Bonsoir. D'accord. Êtes-vous optimiste pour la SEC et le stade d'Abidjan, monsieur Loa? Oui, pour la SEC, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je suis un fou de la SEC. OK. Voilà. Maintenant, ce qui concerne le stade là, vraiment, ils ont fait des recrutements, mais la moyenne n'est pas encore pris. Voilà. Donc, pour la SEC là, ça va venir. Donc, moi, je suis très, très, très optimiste. Il n'y a pas de problème. D'accord. On va aller jusqu'en finale. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Loa. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Oui, je reviens donc sur les propos du coach Julien Chevalier. Oui, moi, j'ai retenu quelque chose d'essentiel dans ce qu'il a dit. Il a parlé de manque de maturité de l'équipe de Djaraf. Ça veut dire que si cette équipe avait été mature, la SEC allait avoir des difficultés. Parce que dans son analyse, arrivé à un certain moment, la SEC s'est relâchée et a laissé le ballon à l'adversaire, ce qu'il ne faut pas au moment où vous menez au score. Heureusement que l'entraîneur a reconnu tout ce qu'il a dit. Il a reconnu ce qui s'est passé sur le terrain. Pour moi, maintenant, il faut faire très attention pour le futur. Parce que le prochain adversaire de la SEC, ils sont matures. Non, le prochain adversaire, c'est Opara United. Oui. Qui découvre la compétition. Qui découvre la compétition. On ne connaît pas les joueurs. Mais qui est à domicile, voilà. Voilà, qui va jouer à domicile. Parce que là, déjà, faire des pertes de balles dans des secteurs clés, c'est dangereux pour la SEC. Il a dit qu'ils ont perdu des ballons dans les secteurs clés. Et ça a permis au Djaraf d'être dangereux. Et puis après, au moins, ils avaient l'accident. Ils ont préféré laisser l'équipe attendre et puis procéder peut-être par attaque placée. Est-ce que les autres adversaires vont leur donner ce temps-là? Donc faites très attention à ce qu'il a dit lui-même. Il sait comment aborder le prochain match et il sait où il doit faire des réglages. Moi, j'ai adoré un joueur, pas possible dans ce match-là, qu'on appelle Sako Ousmane dans le milieu de terrain. Parce qu'il a fait du Sérédi ou bien, si tu veux, du Tiotéchek dans ce match-là. Vraiment, chapeau à toi, jeune. On espère bien que tu vas tirer l'équipe vers le haut. Très bien. Julien Chevalier, qui s'est donc exprimé en conférence d'après-match. Jean-Philippe, oui. Il essaie d'expliquer sa stratégie qu'il a adaptée en fonction de ce qui a été conçu par son alter ego, le coach DAF de la formation de Djaraf. Il a expliqué pourquoi est-ce que la SEC était dominée au cours de la seconde période du jeu. Volontairement, il a demandé à ses joueurs de ne pas aller au pressing haut pour éviter de donner des espaces derrière à l'équipe sénégalaise qui, elle, était venue pour chercher à remporter le gain de la partie par des contre-attaques et des longues balles balancées dans le dos de la SEC Mimosa. C'est dire que déjà, lui et sa cellule ont étudié sérieusement l'adversaire, que l'adversaire avait sérieusement étudié également cette équipe de la SEC Mimosa. À la fin, bon, c'est la SEC qui l'emporte. Je voulais dire un peu comme d'habitude au niveau de cette compétition, avec Julien Chevalier qui en est aujourd'hui un habitué. Et maintenant, c'est à lui d'essayer de trouver cette grinta-là, ou du moins de maintenir cette grinta qu'il a pu avoir du côté de la compétition continentale pour qu'elle puisse être répercutée au championnat avec ses poulains. Mais sur ce qu'il a pu réaliser au cours de cette rencontre, je dirais qu'il s'acheminait vers la perfection absolue, mais
n'étant pas de ce monde, quand même, on va estimer que son équipe a été qualitativement bonne face à un adversaire assez coriace. D'accord. Si vous nous prenez en marche, nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22 h. Et bien sûr, vous suivez votre émission La Grande Team. La question LGT de ce soir, Coupe africaine. Êtes-vous optimiste pour la SEC et le stade d'Abidjan? Et vous pouvez participer à l'émission en nous appelant au 27 21 59 93 99. Ou vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. Voyons les résultats et le classement du groupe C de la Coupe de la Confédération. Ligue des champions CAF, le point du groupe C, résultat première journée, Al Ahly a battu le Stade d'Abidjan 4-2, le CR Belouizdad s'est incliné face à Orlando Pirates 1-2 en Algérie. Il faut noter que le CR Belouizdad est le prochain adversaire du Stade d'Abidjan. Il se rendra ici sur les bords de la lagune Ébrié pour affronter nos amis Yéyé. Ils sont déjà bons derniers, pas bons derniers, ils sont dans le peloton de fin. Voilà. Et au niveau du classement, le Al Ahly est premier avec 3 points. Plus 2, suivi d'Orlando Pirates, 3 points plus 1. CR Belouizdad ne marque aucun point avec un goal différentiel de -1. Et le Stade d'Abidjan, 0 points, -2. Comme je le disais tantôt, le programme de la deuxième journée, ce sera pour le samedi 7 décembre 2024 avec un alléchant Orlando Pirates face à Al Ahly d'Égypte. Et le Stade d'Abidjan va en découdre avec l'équipe du CR Belouizdad. Voilà, donc de son côté, en Ligue des Champions pour son premier match, le Stade d'Abidjan, justement, on en parle, maintenant a concédé une défaite face au Al Ahly au Caire. Oui, ça c'est vrai, le Stade d'Abidjan. Un retour 50 ans après. Il y a quelques jours, j'ai eu un entretien avec le coach du Stade d'Abidjan, Alexandre Lafitte. Il a dit que son équipe, oui, reprenait la compétition après des décennies. Mais qu'elle était prête à jouer toutes ses cartes. Alors, la première bataille sur les 6 est perdue face à Al Ahly. Je l'ai dit tout à l'heure, l'équipe de la SEC, du Stade d'Abidjan a regardé trop de haut l'équipe de Al Ahly. Vous avez vu que dans ce match-là, après avoir été mené 3-0, le Stade a essayé de revenir en seconde période. Mais surtout, après, il y a eu des occasions même vendangées pour le Stade d'Abidjan. Quand vous prenez Corée, il a eu un ballon de but tout fait après le but d'Assalé qui aurait pu ramener l'équipe à 4-3 et donner un peu plus d'espoir. Ça a été manqué. Au milieu de terrain, AK6 a essayé en doyen, comme on le dit dans le jargon ivoirien, en joueur expérimenté, de donner la pleine mesure de son talent, mais on a été quand même débordé. Par contre, moi, la défense, même si elle prend 4 buts, elle a eu quand même de bonnes prédispositions. Les gardiens, Badrissa, Zébré Yann ont quand même fait le boulot, mais c'est la peur d'entrer dans la compétition pour moi qui est à la base de cette défaite du Stade d'Abidjan. En plus de cela, le coach n'était pas sur le banc, Alexandre Lafitte, il a été remplacé par Serge Douaéré, qui a le diplôme pour être sur le banc en compétition africaine. Donc oui, le Stade a joué de manque d'expérience. Al Ahly est habitué à la compétition, mais il y a certains éléments qui, s'ils sont incorporés dans l'équipe, je parle de Mansour, je parle de, comment il s'appelle, Moukoro Cheikh, s'ils sont intégrés, ça va faire un peu plus d'expérience et permettre à cette équipe du Stade de commencer d'abord par prendre des points à domicile avant de jouer de bons matchs à l'extérieur. D'accord, mais le prochain match du Stade sera face au CR Belouizdad, voilà, l'équipe algérienne, voilà, habituée, donc un match très crucial. Habituée de la compétition au Stade Félix Houphouët-Boigny. Et donc, pour moi, le Stade d'Abidjan doit prendre ses premiers points. Il faut jouer la victoire, mais à défaut, ne pas perdre. Parce que sur les dernières années, Belouizdad a plus joué ces compétitions africaines-là que le Stade d'Abidjan. D'accord. Coach Alain, un match crucial justement pour le Stade d'Abidjan. Un match très très crucial pour le Stade d'Abidjan parce qu'ils ont pris 4 buts. Il faut d'abord ramener le moral des jeunes gens. Et je pense que ce qui a manqué au Stade pendant ce match-là, c'est la disposition tactique que Lafitte a voulu inventer dans ce match-là. Parce que le Stade a commencé en 3-4-3. Au lieu de jouer son habituel 4-3-3 ou bien son 4-4-2, jouer en 3-4-3. Donc, et ces joueurs-là, je pense qu'ils n'étaient pas dans le moule du système. Quand il a changé, après les 3 buts, quand il a changé, tout de suite, ils se sont retrouvés. Donc, face à cette équipe d'Algérie, il faut d'entrée de jeu chercher à marquer les premiers d'abord. Et puis après, si jamais ils ont le gain, ils mènent au score, on doit maintenant essayer
rapprocher tous les joueurs, surtout avec un AK6, avec Mokoro, avec, comment on appelle, comment il s'appelle, le buteur de ce match d'hier. Kone Kassoum. Kone Kassoum et puis Assalé Roger. Jouer en 4-4-2, ça va plus les arranger. Et puis, gonfler le milieu de terrain et puis procéder toujours par des attaques rapides, comme ils savent le faire. D'accord. On a le public sportif ivoirien qui s'est exprimé sur la question LGT. Êtes-vous optimiste pour la SEC et le Stade d'Abidjan? On l'écoute. Je suis très optimiste pour la qualification de la SEC parce que c'est mon club de cœur. Je suis déjà en maillot, le nouveau maillot de l'équipe. Donc je suis vraiment optimiste. On ne peut pas être supporter puis ne pas être optimiste. Pour le Stade d'Abidjan, je pense que ça va être un peu compliqué vu qu'ils ont des équipes telles que le National Al-Ali. C'est un peu difficile, mais vu la prestation du match aller, 4-2, je pense qu'on peut espérer quand même pour le Stade d'Abidjan. Bon, ASEC, bon, actuellement, en tout cas, ce match qu'ils ont joué aujourd'hui, je crois qu'ASEC va se qualifier. Mais le Stade d'Abidjan, bon, je ne crois pas, mais avant-hier, les matchs qu'ils ont joué là, bon, j'ai vu que c'est un peu tibine, quoi. On n'a pas senti ça d'Abidjan quand on s'en fait dans le championnat, mais ça sera facile pour eux. Moi, je n'ai pas regardé pour le Stade d'Abidjan hier, mais pour l'ASEC, je suis sûr que l'ASEC peut aller devant parce qu'ils ont à 100%, ils peuvent aller jouer à Dakar pour obtenir un match nul là-bas pour gagner là-bas. Mais le Stade d'Abidjan, là, je ne suis pas sûr. Très optimiste, parce que chaque jour, on découvre une nouvelle manière de jouer, de nette amélioration dans les matchs. Et ça met en confiance les supporters que nous sommes. Je suis confiant que la SEC peut passer, comme actuellement, ils mènent 2-0. C'est donc l'avis du public sportif ivoirien. Sur la page Facebook de la 3, on a Kwame Isaac Brou qui nous dit « Au plan local, pour le moment, la SEC ne rassure pas. C'est normal parce que c'est un nouveau groupe, mais au fil des rencontres, la mayonnaise va prendre et la SEC ira très loin pour nous permettre de garder nos places en Coupe d'Afrique des clubs. » Voilà, c'est donc la réponse de Kwame Isaac Brou. Voyons maintenant le classement et les résultats du groupe où est logé la SEC. Le point du groupe C, résultat première journée. USM Alger face à Opara United 6-0. La SEC Mimosa a battu l'équipe de l'ASC Giraffe 2-0. Et donc, dans cette Coupe de Confédération, au niveau de ce groupe C, l'USM Alger est premier avec 3 points plus 6, suivi de la SEC Mimosa 3 points plus 2. L'ASC Giraffe est troisième avec 0 points moins 2 et Opara United est dernier avec 0 points moins 6. Donc le programme de la seconde journée, ce serait pour le dimanche 8 décembre 2024 avec ASC Giraffe face à USM Alger et Opara United face à la SEC Mimosa. Voilà, donc voyons vos impressions. Oui, écoutez, une équipe qui prend 6-0 dans la première rencontre, ça veut déjà dire que la SEC est avertie pour aller quand même prendre un résultat positif là-bas. Maintenant, on ne sait jamais comment ça s'est passé en Algérie et puis ils ont pris 6 buts. Peut-être qu'ils ont pris 3 buts en première mi-temps et 3 buts en deuxième mi-temps. Mais l'essentiel, avec ce score-là, la SEC doit s'en sortir au Nigeria. Si la SEC arrive à faire un très bon résultat là-bas, je pense que la finale de cette poule-là va se jouer entre l'USM Alger et la SEC d'Abidjan. Et la SEC d'Abidjan, oui. L'USM Alger qui soigne déjà ses stats, hein. C'est le vainqueur de la compétition en 2023, déjà, après avoir éliminé la SEC Mimosa en demi-finale. 6-0, commence à soigner ses stats. Déjà, ça veut dire que la bataille entre les deux géants ivoiriens et algériens aura lieu. Je pense que ce soit la SEC, que ce soit Belouizdad, s'il faut prendre des points dans cette poule-là, je pense que c'est contre Opara et c'est contre Giraffe. La SEC a déjà fait le premier pas en prenant 3 points. USM Alger aussi a pris 3 points. Et pour l'instant, les deux clubs ne se croisent pas. Ils se croisent à la 3e journée. Donc, avant de se rencontrer, chacun a l'occasion de prendre 6 points avant de s'affronter. Donc oui, je pense que c'est une bonne entame. Pour la SEC, Julien Chevalier l'a dit dans ses propos, il sait ce qu'il y a à améliorer déjà, mais il va falloir chercher un résultat positif déjà à l'extérieur face à Opara. Oui, Jean-Philippe. Bon, on a pu voir, hein, c'est un peu ça, cette disparité de niveau qu'il y a au niveau de ces phases de groupe en Coupe de la Confédération. C'est un peu rare hein, au niveau de la Champions League, mais au niveau de la Coupe de la Confédération, c'est très souvent
je dirais, récurrents. Cette équipe d'Opara, bon, moi personnellement, c'est la première fois que j'entends parler d'elle. Peut-être que c'est une formation qui évolue dans cette compétition de manière épisodique. Elle fait, avec ce score, peut-être l'apprentissage de la dure réalité de la compétition continentale. Et malheureusement pour elle, elle est dans un groupe où il y a la SEC Mimosa, le Giraffe et la formation de l'USM Alger. Donc, c'est dire que, voilà, avec la SEC Mimosa, elle risque encore... de prendre une autre défaite. Mais ce serait bien pour la SEC déjà de très bien commencer cette compétition-là par des victoires et puis se rassurer assez vite pour la suite de la compétition. Oui, ça c'est vrai, un dernier ajout. Oui, Christine. Offensivement, le Stade d'Abidjan, qui n'a marqué que 2 buts face à Al-Ali, a une carte à jouer. Parce que quand vous prenez l'alchimie entre Assalé, Corée et Kassoum, ils jouent ensemble en championnat. Ça s'est vraiment vu. Ça s'est vraiment vu sur ce match face à Al-Ali. On a vu des combinaisons entre les deux et entre les trois. Et Assalé a marqué, Kassoum a marqué. Il aurait fallu que Corée marque, mais on ne marque pas dans tous les matchs. Mais en tout cas, on sent que les 3 joueurs savent se retrouver dans un match. Et ça, c'est déjà un bon point. Ça peut aider le Stade à prendre des points face à son prochain adversaire, c'est Belouza d'ici à Abidjan. Donc finalement, vous êtes un peu optimiste aussi pour le Stade d'Abidjan? Non, vous savez, dans leur poule, tous les joueurs, toutes les équipes, franchement, vont venir pour regarder le Stade d'Abidjan de haut. Parce que comme je l'ai dit, une équipe qui n'a pas participé à une compétition depuis 50 ans, par contre, elle a déjà gagné la Ligue des Champions en 1966. J'espère que cet esprit-là va habiter les joueurs. La Coupe d'Afrique des clubs champions. Voilà. D'accord, ok. Oui, coach Alain. Il me rejoint finalement. Ah, finalement. Il aime bien qu'on le rejoigne. Allez, Coupe africaine, êtes-vous optimiste pour l'ASEC et le Stade d'Abidjan? C'était donc la question LGT de ce soir. En tout cas, bonne chance aux 2 clubs, aux représentants ivoiriens, l'ASEC et le Stade d'Abidjan. LGT News, c'est maintenant. On y va. LGT News. Judo, Open International de Dakar pour démarrer les news. Belle moisson pour les éléphantos judokas. 10 médailles, dont 2 en or, 4 en argent et 4 de bronze. Telle est la moisson de l'équipe de Côte d'Ivoire de judo lors de l'Open International de Dakar, couplée à la Coupe d'Afrique des cadets et juniors. Balou Angela, des moins de 78 kg, et Akobe Aude Axel, des moins de 63 kg, dames, sont les 2 athlètes qui ont offert à la Côte d'Ivoire les breloques en or chez les juniors. Balou Angela, très en verve lors de cet Open, a même réussi à ajouter à son cou une médaille d'argent. Daboné Daouda, des moins de 60 kg, Zelman Jérôme, des moins de 73 kg chez les hommes, et Kambiré Emmanuel, des moins de 63 kg chez les dames, se sont parés de bronze. Daboné Seydou Mohamed, dans la catégorie cadette des moins de 55 kg, a été le seul médaillé de bronze ivoirien. De retour hier, la délégation ivoirienne, avec à sa tête le président de Côte d'Ivoire judo, Daboné Seydou, a été accueilli chaleureusement à l'aéroport par une centaine de judokas, de parents, d'amis et de personnalités sportives, dont le sous-directeur de la vie fédérale, Touré Mamadou. Foot Style Ligue 7, Yamoussoukro va accueillir l'étape 4. La Fédération ivoirienne de freestyle, football et disciplines associées poursuit sa politique de décentralisation depuis l'entame de la saison 2024. En effet, après l'ouverture du nouvel exercice dans le Poro, précisément à Korogo, puis à Boaké et à Daloa, la caravane initiée par la FIFDA déposera ses valises à Yamoussoukro pour l'étape 4. Ce sont plus de 100 freestylers qui sont attendus à cette compétition en marge du festival Ebaklo 4 du commissaire général Daniel Okar. Pour joindre l'utile à l'agréable, nous avons décidé d'inclure notre activité à ces festivités culturelles et écologiques. Le freestyle, c'est avant tout du spectacle, a commenté le président de la FIFDA, Stéphane Bogui, avant d'ajouter que l'étape 4 du championnat national de freestyle aura lieu à Ngokro, à Sabou, dans la capitale politique ivoirienne, du 29 novembre au 1er décembre. MMA, Ngannou veut John Jones. Football à présent, FIF.
Un appel à candidature lancé. La Fédération ivoirienne de football a officiellement lancé ce mardi un appel à candidature. À travers un communiqué via sa page Facebook, la FIF souhaite recruter des techniciens à des postes vacants. En effet, après la fin du contrat de Ludovic Batelli, la Fédération est en quête d'un nouveau directeur technique national. Un technicien capable de proposer un projet sur une longue durée. Même son de cloche pour le futur sélectionneur de l'équipe nationale féminine, sans entraîneur depuis la non-reconduction de Touré-Clémentine. Enfin, la FIF souhaite également s'attacher les services d'un directeur de la formation. Les dépôts de candidatures ouvertes ce mardi se poursuivront jusqu'au 8 décembre prochain, nous apprend-on. Voilà, la question LGT de ce soir pour la grande team, c'était Coupe africaine. Êtes-vous optimiste pour la SEC et le stade d'Abidjan? Je pense que la SEC et le stade d'Abidjan qui pourront compter bien sûr sur le 12e homme, n'est-ce pas, Saint-Séverin? Oui, Marie-Christine, vous savez que tous les grands clubs misent sur leurs supporters à domicile pour gagner des matchs. Et donc, la SEC, aujourd'hui, on n'a pas vu beaucoup de monde au terrain. Il faut que les Ivoiriens apprennent à aller supporter leur club au terrain. Dans les autres pays, le 12e homme joue un très grand rôle. Il permet de pousser l'équipe à se surpasser. Il faut ça pour la SEC et le stade d'Abidjan pour qu'ils prennent des points à domicile. Très bien. Ce sont les deux seuls clubs à avoir gagné la Ligue des Champions. Parlons justement de Ligue des Champions, la Ligue des Champions UEFA, avec le match qui vient de s'achever, Liverpool-Real, avec la victoire de Liverpool 2-0. Mbappé qui a raté un but et puis Salah aussi qui a raté un penalty. Voilà. C'est la fin. Mbappé qui a raté. Voilà. C'est la fin de la grande team de ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci, coach Alain. Merci, Macri. Merci, Jean-Philippe. Merci, Saint-Séverin. Merci, Macri. Deuxième. Premier carton jaune. Voilà, vous avez la chance. Vous Saint-Séverin. Merci beaucoup, très cher téléspectateurs. On se retrouve demain en direct sur la 3, 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.